C'est toujours le même fil conducteur, c'est notre busard qui nous amène à se rencontrer. Et ça, c'est le côté sympa. C'est vrai que c'est un grand réseau, hein. Au niveau national, c'est au minimum 500, 600 personnes. Donc, quand on se réunit au niveau national d'une centaine de personnes, c'est bien. Régionalement, en Champagne-Ardenne, quand on est 25 à une réunion, c'est déjà bien. Et localement, on peut être 5 autour d'une table. Le repérage des couples doit débuter assez tôt, fin avril, début mai, et ce pendant au moins 3 semaines. Alors, quelle est la méthode à utiliser? Au début, il faut passer dans les champs en voiture, car les couples qui arrivent sont posés sur les chemins ou sur les champs nus au voisinage des céréales qui ont la bonne taille. Voilà. Donc là c'est assez facile. Ensuite, il faut attendre qu'ils fassent des passages de proie pour voir dans quel champ la femelle va décider de faire son nid. Tout le mois de mai, c'est des œufs, hein. Mais à partir du début juin, le Saint-Martin, déjà, il y a des jeunes, hein. Et cendré, ça paraît autour du 10. Du 10 juin, il y en a qui sont plus précoces que d'autres. Ça dépend des années, c'est pareil. Ils nichent de bonne heure s'il y a beaucoup de campagnols, puis si les céréales sont assez hautes, quoi. Le meilleur, c'est oui, de 8h à 11h le matin. Puis le soir, après 17h, 18h, les mâles rechassent. Donc là, je suis en train de mettre une première couche de grillage qui va faire les deux côtés de la cage. Puis on va en mettre une deuxième croisée, ce qui va empêcher que les renards notamment puissent passer par le fond. Donc en fixant tout ça bien au cadre, maintenant ça devrait être étanche, au renard en tout cas. Voilà, la deuxième couche. On tourne. Voilà, le fond. Et puis donc là, les quatre côtés qui vont s'assembler pour faire un cube. Bon bah là, 4 œufs, donc on ne sait pas du tout quand ils vont éclore. J'ai une petite idée parce que quand on l'a trouvé, il n'y en avait qu'un et je pense qu'elle venait de le pondre parce qu'elle rechargeait beaucoup le nid. Sinon, il va falloir revenir pour savoir exactement quel âge ont les poussins. Et puis surtout, là, on ne peut pas poser de cage parce qu'elles risqueraient de ne pas revenir. Parce qu'en général, à cette étape-là, elles sont un petit peu sensibles. Voilà, d'autant qu'en plus, la céréale est vraiment pas haute. C'est un orge de printemps. Donc en général, elle ne s'installe pas parce que c'est beaucoup trop bas à la période où elle niche. Elle s'est installée très tardivement. Toujours est-il que si là on met une grande cage qui dépasse, il y a des risques qu'elle n'aime pas trop ça et qu'elle ne revienne pas. Donc on va attendre un peu. Il nous a dit que c'était fauché aux alentours de début juillet. Donc on dit 10 juillet, il m'a dit pas la semaine d'après, éventuellement c'est la prochaine. Donc je reviendrai déjà la semaine prochaine. S'il y a un jeune, on essaiera de poser une cage. Pour l'instant, on va laisser tranquille. Voilà, on est paré. Alors, donc on va aller poser notre petite cage sur le nid qui est au fond là-bas. C'est le modèle d'un bénévole de la Marne qui est assez efficace en fait. L'avantage, c'est que quand l'agriculteur moissonne, tac, il prend les deux travées, il soulève les cocos, il les déplace. On camoufle. Alors, premièrement parce qu'après la moisson, il n'y a plus rien qui les cache, donc il
qui sont complètement à la vue des renards ou autres prédateurs, et puis simplement pour le soleil aussi. Une fois que c'est moissonné, ils sont au milieu d'un désert de plusieurs hectares et ça cogne. Bon, celui-là il sera probablement envolé, au moins celui-là, avant qu'il moissonne, le petit c'est pas dit. Oui, bonjour, Anne-Sophie Gadot de la LPO pour les busards. C'était pour dire que j'ai posé une cage, vous savez, je vous avais expliqué. Et donc si je me mets en face du champ, là je l'ai en face de moi, c'est en partant de la gauche, c'est entre la deuxième et la troisième rangée de roues de tracteur, dans le premier creux. Voilà. Est-ce que vous savez déjà quand vous moissonnerez? À peu près? Ouais, d'accord. Dans la... Quand même avant le 10, quoi. Donc il y en avait 4. Ok. Bon, on va voir si ils vont tous bien. L'idéal, ce serait de retrouver les milieux originaux de nidification, c'est-à-dire ces landes et ces marais où les oiseaux nichaient naturellement sans qu'il y ait besoin de s'en occuper. Donc là, il faudrait plutôt voir ce qui se passe au niveau des espèces comme le busard des roseaux, où on garde leur roselière, on essaye de garder le milieu qui fait que ces espèces se reproduisent sans avoir à mettre du grillage autour et tout. Hélas, à l'heure actuelle, le milieu agricole ne laisse pas trop de place au milieu naturel. Donc on cherche des solutions au niveau des jachères, des choses comme ça, pour que des oiseaux éventuellement s'installent. Pour le moment, ça n'a pas encore marché. Là on a trouvé une de ses dernières proies, donc il est revenu la manger au nid, probablement qu'il venait encore dormir ici, ça devait être le dernier. Bon, il est très bien volant, donc il n'y a pas de souci. Ben voilà, nous, on est à côté du dernier nid de ce champ qui comportait 10 nids en fait, donc une colonie assez rare à signaler en France, hein. 10 nids dans un champ de 30 hectares. Le dernier nid de cette femelle est assez édifiant, puisque c'est une femelle qui a fait une ponde de remplacement, qui a pondu très tard en saison, puisqu'elle devait être dans de la luzerne. Et de ce fait, elle a fait une ponde de remplacement dans le champ, puisqu'elle a certainement été attirée par les autres nids. Et cette cage a été posée le jour de la moisson, donc c'était très très délicat, puisqu'elle avait que des œufs. Donc on a eu fort peur puisque la femelle n'était pas revenue au nid. On a même vérifié les œufs étaient froids avec une toile d'araignée positionnée au-dessus du nid, et finalement on s'est aperçu quelques jours plus tard que la femelle était quand même au nid et continuait à couver les œufs. Ce petit jeune là pousse normalement. Là on est quand même le 1er août et finalement il va s'envoler dans un peu moins d'une dizaine de jours. Ça sera donc le 13e de la colonie. Donc assez rare à signaler, assez intéressant à suivre. J'espère que l'année prochaine il y aura autant de couples qui reviendront. Salut Francis. Salut Serge, qu'est-ce Comment qui vas-tu? t'amène?
Eh ben comme d'habitude, Les tu busards. sais bien, les busards. Hein. On a trouvé Ah oui, là-bas je crois que c'est les petites ouches, hein, il me semble. Hein. les Tu petites dois- ouches, ouais. T'as un Ouais, champ j'ai une là-bas. parcelle là-bas. Ouais, bah, j'ai trouvé un nid dedans. Ah bah pas de problème. Bon, C'est il est à top. peu près à 150 mètres entre le deuxième et le troisième rayon. Ouais, ben on va aller. Tu vas me montrer exactement. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est poser un grillage. Ah bah ça serait bien. Hein. Comme ça, je puisse tourner autour et puis. Oui, oui. Depuis 25 ans, on a vu les choses évoluer. Nous étions au départ un petit peu naïfs. Ensuite, nous avons eu quelques revers, notamment des destructions de nombreux busards. Et ensuite, ça nous a amené à être beaucoup plus prudents, voire même un petit peu fuyants, ce qui n'est pas très bon vis-à-vis du monde agricole. On a mis un certain temps à le comprendre. Alors depuis, la stratégie évidemment a changé. Le regard doit être franc et direct, le contact personnel, et ça va infiniment mieux. Les agriculteurs sont tout à fait coopératifs et on ne regrette pas du tout ce changement de stratégie. J'ai observé 5 volants le 12. D'accord. Donc 5 sur 6 œufs. Oui, c'est bien. Je ne sais pas s'il y en a un qui a disparu. Ça arrive, mais pas tout le temps. Oui. Alors, les grandes ouches à Saint-Martin. Donc là, on l'a trouvé Oui. ensemble et moi j'ai trouvé 4 cadavres. Bon, il y avait le nid, il y en avait un là, il y en avait un ici et puis desséchés. À mon idée, ils sont morts pas longtemps après qu'on les ait vus. Ce qu'il faut savoir, qu'il peut leur arriver un certain nombre de malheurs, se faire manger par un renard à la sortie de la cage, alors qu'ils sont très peu volants, ou bien mourir de maladie, ou bien mourir de faim si les parents les ont abandonnés. Bon, les cas sont rares, mais ça existe quand même. Alors on va les voir. C'est une bonne ou une mauvaise surprise. Bonne surprise, il n'y a plus rien dans le nid, donc les oiseaux sont envolés. Impeccable. Bon, il n'y a plus qu'à démonter. Hop. Dans la dernière semaine avant l'envol, tous les jeunes busards donc, perdent leur duvet et qu'on retrouve sur l'emplacement du nid. Alors même s'il n'y a pas de busard présent, simplement le fait de voir ce duvet de mue est un bon signe. Ça veut dire qu'il effectue son remplacement de plumes et donc il a pu s'envoler. On peut trouver à l'intérieur du nid des restes non digérés de proies, essentiellement constitués de poils et d'os. Alors une partie de notre travail après l'envol consiste à repasser sur les différents territoires pour essayer de voir combien il y a de volants. Parce que sur une nichée de 4 oiseaux, il peut très bien y en avoir seulement 3 ou 2 ou même un seul ou pas du tout qui vole. Ça c'est le premier point. Essayer de voir combien de temps il reste sur le territoire, un autre élément intéressant, scientifique. Et puis essayer d'apercevoir des oiseaux marqués, des 4 années de marquage. Bon, on en a eu quelques-uns qui se sont reproduits, mais il peut en venir d'ailleurs, et donc c'est toujours intéressant de savoir à quel moment il passe. Le poussin va faire son premier travail. Il va consister à ce que l'on appelle piper l'œuf, c'est-à-dire qu'il va faire avec son diamant, une petite excroissance qui se trouve sur la mandibule supérieure du bec, il va taper légèrement dans la coquille pour faire un petit éclat dans la coquille, un petit truc qu'on appelle le pipage. Il va commencer à piper l'œuf. Ensuite, il va tourner de façon à bêcher l'œuf. Il va décoller la partie la plus arrondie de l'œuf. Le poussin, il a les muscles du cou qui sont très puissants et les muscles des pattes qui sont puissants. Et en fait, il va pousser de chaque côté avec son cou et avec ses pattes, ce qui va permettre de décoller la coquille. Une fois que le poussin est né, il va sécher dans l'éclosoir. On va lui sécher tout son duvet. Et ensuite, on le sort de l'éclosoir pour le passer dans une éleveuse.
Donc là, on a un poussin qui est né il y a 2 jours. Et on voit que la couleur de l'œuf initial, c'était jaune, rose. Donc une fois qu'il est né, on lui a réattribué ces couleurs-là, jaune et rose. Donc on va pouvoir le suivre jusqu'à ce qu'il pèse environ 250 grammes à peu près, où là on va lui passer une bague muséum d'histoire naturelle de Paris. Toutes les 3 heures, on leur donne à manger, ce qui représente à peu près 4 à 5 fois dans la journée. Donc on prend des petits morceaux de cœur. Alors on n'élève jamais un rapace tout seul comme ça serait une grave erreur de le faire. On ne prend pas de précautions particulières pour le nourrissage. Il subit ce que l'on appelle le phénomène d'imprégnation. C'est-à-dire qu'il va intégrer dans son schéma mental l'image parentale de l'homme. Donc cet oiseau-là, il dira toujours, quand il va grandir, il sera toujours proche de l'homme. Et en fait, il ira rechercher l'homme soit comme source de nourriture, pour les cas les moins graves, ou pour les cas les plus graves, comme partenaire sexuel. Et en fait, pour éviter que l'oiseau soit imprégné, c'est-à-dire pour éviter d'y modifier son schéma mental, on les élève en fratrie. C'est pour ça qu'on a des groupes d'individus du même âge que l'on met ensemble, pour qu'il y ait une hiérarchie sociale qui se scinde au niveau du groupe. Alors ceux-là, on utilise une autre technique maintenant, parce qu'en fait, ils ne mangent plus tout seuls, donc on pose la nourriture. On les apprend à récupérer la nourriture, voilà. Plus à leur donner avec la pince, mais leur donner directement au sol. Là, on a 2 busards cendrés, et là, on a un busard Saint-Martin. Le cendré, la couleur du duvet est très blanc, alors que le Saint-Martin, il est gris. Les œufs sont apportés par les surveillants busards de la LPO. Donc quand il n'y a pas moyen d'intervenir et que c'est vraiment un cas d'urgence, c'est-à-dire que s'ils n'interviennent pas et s'ils ne subtilisent pas les œufs vont passer dans les machines agricoles. Donc ils récupèrent les œufs et à ce moment-là, on leur fait remplir une fiche de douane. Donc les œufs, comme on a vu tout à l'heure, ils sont identifiés par un code couleur. Donc là, c'est marron, vert. Si on voit le 5891, c'est le numéro de sa fiche. Maintenant, on a des registres officiels à remplir. Les registres officiels, ce sont des registres CERFA. Ça, c'est le livre journal des mouvements d'animaux détenus en captivité. Et on reporte ce numéro-là, le 5891. Je vais le rechercher. Donc, je vais rechercher 5891. Il est là. La date, l'entrée, c'est à cause de la moisson que les œufs ont été subtilisés. Les 4 œufs, Circus Cyanus, le registre 11. Et son numéro. On va reporter sur l'entrée et sortie d'animaux d'espèces non domestiques. C'est pour ça qu'il faut être très très minutieux. Il faut que tout corresponde. Donc c'est un travail qui est relativement long parce qu'il faut toujours être plongé dans les registres. 5891, on le retrouve ici. Donc ça, ça et ça, ils doivent correspondre. Plus le tableau informatique, puisqu'on suit au niveau informatique toutes les entrées chronologiques et les ressorties. Alors pour la petite anecdote, c'est qu'on a suivi un busard cendré, on l'a suivi pendant 7 ans. 2 reprises, ce qui est relativement rare, 2 reprises sur un site de nidification, dans l'Aube, et la 3e reprise, donc au bout de 7 ans, il a été récupéré mort sur le bord d'une route. Quand on sait que c'est un oiseau qui est migrateur, qui prend ses quartiers d'hiver en Afrique, on sait que c'est un oiseau qui est né chez nous, qui a été remis dans la nature, et on sait qu'il est venu reproduire à chaque fois en Champagne-Ardenne. C'est quand même une preuve que lorsque les choses sont bien faites, que tous les protocoles sont respectés, ça prouve que ça marche. Et là, on est en train de préparer cette volière pour justement mettre les jeunes oiseaux qui sont dans les bacs d'élevage. Ils vont être à peu près à 250-260 grammes. Les plumes vont commencer à pousser. Et en fait, on les place sur de la paille comme ça. Donc, comme ils arrivent à s'alimenter tout seuls dans un bac,
On pose le bac au milieu et en fait ils vont se nourrir tout seuls. Après ils vont se promener, ils vont venir pour capter les rayons du soleil, ils vont faire le plumage et quand le plumage sera presque parfait, c'est à ce moment-là qu'on les prend et qu'on les emmène dans les volières taquées. Donc là il y a les deux espèces. Là celui qui crie c'est un Saint-Martin qui est très flaméché puis qui a un peu un disque facial. Alors qu'à côté on a du uniformément marron qui est le busard cendré. Voilà, donc ça, la femelle à droite, le mâle à Elle n'a gauche. pas la même couleur des yeux, elle a Voilà. vraiment les yeux. Les premiers oiseaux qui ont été placés au taquet, là, ils ont été placés il y a 8-10 jours à peu près, ceux qu'on a relâchés là. Donc là, on ouvre le taquet, les oiseaux vont rester en périphérie du taquet, ils vont pouvoir aller découvrir leur territoire, mais ils sauront qu'ils ont quand même de la nourriture à disposition pour revenir se nourrir. Par contre, ceux qu'on vient de remettre à la place, ceux-là, on pourra les laisser beaucoup moins longtemps parce qu'ils vont être tout de suite entraînés par les autres. Et donc pour faire l'apprentissage, on utilise cette méthode du taquet, qui date depuis des décennies, puisque c'était une technique de fauconnerie. Donc en fait, on conditionne les oiseaux à un endroit bien précis, ils s'habituent à l'environnement, ils s'habituent à la nourriture qu'on leur propose, et là on voit, quand on ouvre les taquets, on les voit partir dans les champs. Donc là, ils s'en vont et ils vont faire des jeux, on les voit jouer ensemble. Et en fait, après, ils vont plus s'intéresser à ce qui va bouger au sol. Si par exemple, un petit mulot va se mettre à bouger, au départ, c'est un jeu. Mais ce jeu-là va faire qu'ils vont apprendre différentes phases de façon à faire une capture très rapide et une mise à mort correcte de façon à pouvoir transporter le campagnol sans qu'il échappe et pouvoir se nourrir. Tous les jours, c'est vraiment un bonheur quand on vient sur le site d'oiseaux qu'on a élevé, quand on voit cette distance de fuite qu'il y a par rapport à nous, qu'il n'y a aucun contact, et bien là, on sait que c'est une grande réussite. Il faut quand même penser que tous ces oiseaux-là qui volent aujourd'hui, s'ils n'avaient pas été récupérés par les surveillants busards, tous ces oiseaux-là seraient morts, c'est-à-dire que les œufs auraient été écrasés et c'est terminé, on n'en aurait plus entendu parler. Alors que là, grâce à cette action-là, eh ben, on arrive à avoir des oiseaux qui revolent grâce à toutes les phases qu'on a pu faire pour pouvoir les amener à l'âge de vol. Donc quand on les voit comme ça voler, bah, c'est une très grande réussite pour nous. Là, on sait qu'on a fait quelque chose, tout le travail qui a été fait en amont, on sait que là, bah, c'est vraiment la récompense. Ce qui est certain, c'est que si on fait rien, la population disparaît. Donc au mieux, on va dire qu'actuellement, on retarde la disparition. C'est vrai que si on arrêtait aujourd'hui de protéger, il y a des plaines entières qui seraient désertes. Ça, c'est certain. Maintenant, ce ne sera pas la seule action des protecteurs avec leur grillage qui permettra la protection durable du busard. Il faudra certainement mettre d'autres outils beaucoup plus importants pour maintenir la richesse des plaines. Donc on aura beau protéger les nids, à un moment donné, si les jeunes ne peuvent pas se nourrir, la population s'éteindra toute seule, malgré tout ce qu'on aura fait comme travail depuis 25 ans. Donc soyons optimistes, on relèvera
les manches et on trouvera des solutions pour sauver la plaine agricole avec les agriculteurs, avec des busards au milieu de leur plaine. Je pense que c'est important, ça.